Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo sur la sécurité des procédés. Dans cette vidéo, nous allons traiter du TD numéro 6, qui va être sur les zonages. Dans un premier temps, nous allons corriger l'exercice 6.1 sur la comparaison des zonages ATEX. Donc on nous dit qu'on a un réservoir de stockage contenant un liquide inflammable de première catégorie, et dans chaque cas, on doit expliquer le choix des zones 0 et 2, et préciser le type de matériel. Donc on a des tableaux qu'il faut remplir. Alors pourquoi à l'intérieur de mon réservoir, eh bien j'ai une zone 0? Eh bien c'est parce que l'intérieur du réservoir, il respire librement en fonction des conditions opératoires et des conditions atmosphériques. Et donc un mélange explosif peut être présent en permanence dans le réservoir, ainsi qu'au débouché de l'évent. On a la présence permanente possible d'un mélange explosif. Que ce soit dans le réservoir ou au niveau de l'évent de respiration. Le matériel, lui, sera catégorie 1. Ensuite, pour la zone 2. Si jamais on a une fuite accidentelle de liquide à la périphérie du réservoir, donc une fuite de brise ou une fuite de vanne, ça va provoquer une flamme qui va se développer et s'évaporer. L'aspect accidentel est donc peu fréquent, mais il justifie cette zone 2. Cette zone va se limiter à la hauteur maximum de la cuvette de rétention, qui est ici, et ce sera du matériel de catégorie 3. Ensuite, dans le deuxième cas, on a donc, cette fois-ci, un mélange de vapeur et de gaz inerte à l'intérieur du réservoir. Donc l'intérieur du réservoir expire librement en fonction des conditions opératoires du remplissage et des conditions atmosphériques, l'expiration thermique. Le gaz expiré contient du gaz inerte et des vapeurs inflammables. En présence de l'oxygène de l'air, eh bien, du coup, un mélange explosible peut être présent en quasi-permanence au débouché de l'évent. Donc cette quasi-permanence justifie la présence de la zone 0. La zone 0, ça va être que au niveau de l'évent, puisque c'est le seul endroit où on va avoir un comburant. Et donc on aura un matériel de catégorie E. La zone 2, eh bien justement, elle va comprendre beaucoup de choses. Une fuite accidentelle de liquide à la périphérie du réservoir va provoquer une flamme qui va se développer et s'évaporer, donc c'est pour ça qu'on a une zone 2 au niveau de la cuvette de rétention. Mais l'inertage se fait dans le réservoir par l'azote, dont la source n'est pas fiabilisée. Il peut y avoir une rupture d'approvisionnement, une défaillance de la régulation, et donc en situation dégradée, de l'air peut rentrer, ce qui justifie que ça sera peu fréquent, mais qu'il y a quand même possibilité d'accident. Et donc dans la zone 2, encore une fois, on utilisera du matériel de catégorie 3. Donc ça, c'est pour un réservoir de stockage. Maintenant, si on regarde pour une cuve agitée, donc on y effectue le mélange d'un solide pulvérulent combustible dans un solvant inflammable de catégorie 1. Dans un réacteur contenant un solvant inflammable, on introduit une poudre pulvérulente. Et pour chaque cas, expliquer le choix des zones 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2 et préciser le type de matériel utilisé. Donc on va commencer dans le premier cas, le cas sans inertage. On va étudier le premier cas. Dans le premier cas, la zone 0 se trouve dans le réservoir au-dessus du liquide agité. Dans ce réservoir, on peut avoir de l'air qui rentre, on est en respiration libre avec l'extérieur, et donc un mélange explosif peut être présent en permanence dans le réacteur. Donc la zone 0, je vous rappelle que c'est possibilité de présence permanente. Et donc on utilise du matériel de catégorie 1. Pour la zone 1, ça va être l'intérieur de la trémie. Elle est en contact direct avec l'intérieur du réacteur, qui est en zone 0. Mais l'introduction du solide crée un barrage partiel aux remontées de vapeur, et donc un mélange explosif peut donc être présent occasionnellement dans le réacteur, et donc le matériel sera de catégorie 2. Donc la zone 1, c'est présence occasionnelle d'un mélange explosif. Et donc le matériel, c'est catégorie 2. Ensuite, on va avoir une zone 2.1
qui est à l'intérieur de la trémie. L'intérieur de la trémie et son environnement constituent une zone dans laquelle un mélange explosif d'air et de poussière peut être présent occasionnellement, et en cas de mauvaise manipulation du sac par l'opérateur. Donc là, on va avoir une zone avec du matériel de catégorie 2. On indique donc la zone 2.1, qui est la présence occasionnelle d'un mélange explosif contenant une poussière. Et donc, on va utiliser du matériel de catégorie 2. Ensuite, la zone 2.2, ça va être l'intérieur du réacteur, qui est appauvri en air du fait de la présence de solvant. La présence d'un mélange d'air et de poussière est très occasionnelle et justifie la présence d'une zone 2.2, puisque finalement, on va avoir peu souvent d'air. Et on utilisera du matériel de catégorie 3. Pour ce qui est du deuxième cas, donc là, on est en zone inertée. On va inerter l'intérieur du réservoir, et d'un seul coup, la zone 1 est toujours la même, la zone 2 points aussi, la zone 2.2 aussi, la seule chose qui va changer, c'est la zone 2. On ne va plus être en zone 0, puisqu'on a inerté l'intérieur du réacteur, on est toujours en respiration libre, mais on va avoir peu de chances que de l'air rentre à l'intérieur, donc du comburant. Et donc on va avoir une zone 2 qui va être une présence qui peut être rare d'un mélange explosif. Et donc le matériel qu'on utilise dans le cas d'une zone 2, c'est du matériel de catégorie. Voilà, cette correction est succincte et vous trouverez la correction détaillée sur MADEC. Simplement, l'objectif là c'était de comprendre un peu pourquoi on a différents OH. On va maintenant s'intéresser aux calculs liés aux incendies. Donc les données de base sont une usine située en bord de mer, donc le département c'est le Finistère, et travaillant dans les activités de fabrication de granulés de matière plastique, qui est constituée d'un bâtiment de 600 m² de bureaux sur un niveau, donc hauteur 3,5 m, un bâtiment mixte de production et de stockage de matières premières et de produits finis, que ce soit avec une surface de production de 800 m² sur une hauteur de 5 m et une surface de stockage de 1000 m² sur une hauteur de 10 m, un stockage de produits inflammables de catégorie 1 de 16 000 m3 installé dans une cuvette de rétention de 100 m par 100 m, et une dimension du réservoir de 40 mètres de diamètre sur une hauteur de 12 mètres. Les bureaux et le bâtiment de production et de stockage sont équipés de sprinklers à eau et de aéria. Les ossatures de bureau ont une tenue au feu supérieure à 30 minutes. Les ossatures du bâtiment de production et de stockage ont une tenue au feu supérieure à 1 heure et ils ne sont pas recoupés. Cette usine assure une présence humaine 24/24 et pour les scénarios d'incendie de liquide inflammable, l'émulseur utilisé est un émulseur polyvalent fluorosynthétique en conteneur de 1000 litres. Il est classé filmogène de classe 1, niveau A par le CNP. On va d'abord discuter de la protection incendie des bureaux. Les bureaux sont protégés par des moyens intérieurs et extérieurs de lutte contre l'incendie. On va déjà avoir une extinction intérieure qui va être à base de sprinklers dans un premier temps. Les besoins minimums en eau de sprinklers sont définis en fonction de 4 classes de risque, RFPC, RC, RTD et RX. Et donc ces 4 classes de risque permettent de définir des surfaces impliquées. Donc voici les surfaces impliquées dans tous les cas. Les bureaux, ils sont classés RFPC, c'est-à-dire risque à faible potentiel calorifique. On va donc définir la surface impliquée et le taux d'application associé dans le tableau. Donc c'est pris ici, hein. La surface impliquée, c'est 86 m². Et le taux d'application, il est ici aussi, hein, c'est 2,25 litres par mètre carré par minute. Donc une simple lecture nous permet d'avoir ces informations. On va maintenant s'intéresser au RIA. Donc on commence par déterminer une classe de risque en fonction de l'activité. Pour les bureaux, on est en classe de risque 1. Donc on va avoir besoin de RIA avec un diamètre nominal de 19 ou de 25. On va choisir le plus petit, celui de 19. Ensuite, on sait que pour le diamètre de RIA donné, on va avoir un débit minimal de 36 litres par minute. On va maintenant déterminer le nombre de robinets incendie armés en s'assurant qu'avec leur tuyau de 30 mètres et une portée de 3 mètres en position diffusée, ils permettent d'atteindre tous les emplacements du bâtiment. Alors on sait que notre bâtiment de bureau, il fait 50 mètres de long et 12 mètres de large. Un seul RIA permet d'atteindre toute la largeur, mais il faut bien donc 2 RIA pour atteindre tous les coins de notre bâtiment de 50 mètres. Parce que finalement,
On va avoir une portée pour le premier qui va être de 33 mètres, et donc il en faut un deuxième pour avoir la portée suffisante. Donc on va en avoir deux, et ce qui va être déterminé pour le calcul, ça va donc être deux robinets incendiés armés avec un débit de 36 litres par minute. Quels sont les moyens extérieurs de lutte dont on va avoir besoin? Pour les déterminer, on doit utiliser les surfaces impliquées. Notre hauteur de bureau, c'est inférieur à 8 mètres puisque c'est 3 mètres. Par contre, la surface est de 600 mètres carrés. Donc on va s'intéresser à cette colonne-là. Et on voit qu'on va avoir un débit nominal qui doit être de 120 mètres cubes par heure, avec deux hydrants de 100 mm, une distance maximale entre hydrants de 200 mètres, et une distance maximale entre le premier hydrant et l'entrée principale du bâtiment qui va être de 150 mètres. La durée minimum, elle, doit être de 2 heures quoi qu'il arrive. Donc on le réécrit ici. Débit minimal 120 mètres cubes par heure, nombre d'hydrants 2 de 100 mm, une distance maximale entre hydrants de 200 mètres, une distance maximale entre le premier hydrant et l'entrée principale du bâtiment de 150 mètres, et une durée minimum d'application d'eau de 2 heures. Maintenant, on va discuter de la protection des ateliers et des bâtiments de stockage. Donc, les ateliers et les bâtiments de stockage, bien qu'indépendants l'un de l'autre, sont traités dans le même paragraphe parce que les calculs sont les mêmes. Les ateliers et les bâtiments de stockage sont à risque industriel non spéciaux et sont protégés par des moyens extérieurs et intérieurs de lutte contre l'incendie. Tout d'abord, des sprinklers. Donc les ateliers et les bâtiments de stockage sont entièrement sprinklés et sont classés RTD, donc risque très dangereux. On va déterminer le taux d'application et le débit d'eau. Pour ça, on va revenir en arrière. On voit que donc pour les risques très dangereux, on doit avoir une surface impliquée de 260 m² et un taux d'application de 7,5 litres par mètre carré par minute. On va indiquer ça. Donc pour l'atelier, le taux d'application, hein, c'est 7,5 litres par mètre carré par minute. Pareil pour le stockage. La surface en mètres carrés, si on reprend les informations qui nous sont données, la surface de stockage, c'est 1000 mètres carrés, et la surface de production, c'est 800 mètres carrés. Par le calcul, on trouve que le débit en litres par minute, il doit être pour l'atelier de 3750 litres par minute, et pour la zone de stockage de 7500 litres par minute. Pour les ateliers et les bâtiments de stockage, on sait qu'ils sont classés risque 3 et on va déterminer donc le diamètre nominal des robinets d'incendie armé, le nombre à installer et on va calculer le débit accumulé. Donc on s'intéresse à nouveau aux documents qu'on nous donne. Pour les risques 3, on doit avoir un diamètre nominal des RIA de 33, c'est-à-dire un débit minimal de 100 litres par minute. On va indiquer ça ici. Donc le DN, c'est un DN 33. On sait que les ateliers de stockage ne font pas plus de 40 mètres de long, donc on doit avoir deux RIA à installer, puisqu'on sait qu'ils ont un tuyau de 30 mètres et une portée de 3 mètres. On doit installer deux RIA, et donc on va en garder deux pour le calcul, et donc le débit accumulé, hein, c'est 2 fois le débit nominal de chaque, c'est-à-dire 111 litres par minute, ce qui nous fait donc 222 litres par minute. Quels vont être les moyens extérieurs de lutte à utiliser? Pour les ateliers et les bâtiments de stockage, on va utiliser le tableau de calcul des besoins tirés de la règle D9 qui va être indiqué page 7. Donc la surface d'activité est de 800 m². La surface de stockage est de 1000 m². La hauteur de stockage est de 10 mètres. Pour la stabilité au feu de l'ossature, on va aller voir. Donc on nous dit que l'ossature des bureaux ont une tenue au feu supérieure à 30 minutes et celle des bâtiments de production et de stockage ont une tenue au feu supérieure à 1 heure. On va garder la plus faible, supérieure à 30 minutes. La tenue des coupe-feux des murs. On nous dit que
Il n'y a pas de mur coupe-feu de tenue 2 heures, donc ça va être inférieur à 2 heures. Pour le type d'intervention interne, eh bien, on a une présence 24 heures sur 24 du personnel sur le site, donc on va mettre 1. Est-ce qu'il y a un risque sprinkler? Oui, bien sûr, puisqu'on en a installé. On va ensuite sélectionner les différents coefficients retenus pour le calcul. Donc, quelle est la catégorie de risque? C'est pour l'activité 2 et pour le stockage, c'est 2. Quelle est la hauteur de stockage? On est jusqu'à 8 mètres, donc on va être sur un coefficient qui va être de 0,1. Pour l'activité, pour le stockage, on est à une hauteur qui va aller jusqu'à 12 mètres, c'est 10 mètres, donc on est à 0,2. Le type de construction, pour l'activité, c'est une ossature stable au feu qui va être supérieure à 1 heure, donc moins 0,1, et ici aussi, pour le stockage. Le type d'intervention interne, on avait dit que c'était le 1, donc c'était accueil 24 heures sur 24, donc effectivement, on va être à moins 0,1 pour chaque. Si on somme les coefficients, on arrive donc pour l'activité à moins 0,1 et pour le stockage à 0. C'est-à-dire que si on fait 1 plus le coefficient, ici on est à 0,9 et ici à 1. La surface de référence pour l'activité c'était 800 m², pour le stockage c'était 1000 m². Le débit intermédiaire de calcul, QI, va être égal à 30 fois la surface divisée par 500 fois 1 plus le coefficient, ce qui va nous donner ici 43,2 et ici 60 en mètres cubes par heure. Quelle est la catégorie de risque? Si on est en risque 1, on doit avoir Q1 qui est égal à QI, mais si on est en risque 2, on doit avoir Q2 qui est égal à 1,5 fois QI. Nous, c'est celui qu'on retient, c'est le risque 2. Donc, 64,8 ici et 90,0 ici. Toujours en mètres cubes par heure. Si on a un risque sprinkler, on doit avoir Q2' qui doit être égal à Q2 divisé par 2, c'est-à-dire ici à 32,4 et 45 en mètres cubes par heure. Et donc le débit requis va être de 32,4 m3 par heure pour la zone d'activité et de 45,0 m3 par heure pour la zone de stockage. Si maintenant on va discuter de la protection et des stockages extérieurs, on sait que les stockages extérieurs de produits inflammables sont à risques spéciaux et suivent des règles de calcul particulières. Les dispositions réglementaires sont présentées ici. Et donc, à la lecture des tableaux, on nous demande, en utilisant les données qui sont présentées dans l'énoncé, de déterminer les coefficients F1 et F2. Pour les coefficients F1, ils vont être différents dans le cas d'un feu de réservoir ou dans le cas d'un feu de cuvette. Dans le cas d'un feu de réservoir, on va avoir un coefficient F1 qui va être de 0. Pourquoi? Puisqu'on a des moyens fixes qui sont prévus pour le feu de réservoir, c'est-à-dire que le feu de réservoir sera éteint et refroidi par des moyens fixes, boîte à mousse et couronne de refroidissement. Pour le feu de cuvette, on est sur des moyens mobiles et on va avoir un impact des conditions climatiques, ce qui va nous apporter un coefficient de 0,3. Si maintenant on cherche pour le coefficient F2, on voit que le coefficient F2 va être égal à 0 si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention ou de prévention est inférieur à 15 minutes, si le temps de mise en œuvre à 50% est inférieur à 30 minutes, si le temps de mise en œuvre à 100% est inférieur à 45 minutes. Et si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées, dans ce cas-là, on va avoir une valeur qui va être de 0,25. Or, dans les deux cas, la brigade de pompiers, elle est présente à 30 km du site, donc on peut supposer que la brigade de pompiers sera présente et opérationnelle en plus de 45 minutes. Donc on va avoir dans les deux cas un coefficient qui va être égal à 0,25. On sait que l'émulseur de type SFP6, qui est classé fumogène de classe 1 avec un taux d'application théorique TE de 2 litres par mètre carré par minute. F1, on a donc dit qu'il était égal à 0 pour le feu de réservoir et 0,3 pour le feu de cuvette, et F2 à 0,25.
Donc le TA de feu de réservoir, ça va être 2 fois 1 plus 0 plus 0,25 plus 0,5, soit 3 litres par mètre carré par minute. Pour le feu de cuvette, on va avoir la même chose, sauf qu'ici, on a F1 qui change. On doit avoir un TA qui doit être de 3,6 litres par mètre carré par minute. Dans le cas du feu de réservoir, les textes réglementaires préconisent que l'extinction directe soit faite en 20 minutes du réservoir en feu et que la protection soit réalisée par de l'équipement en feu proprement dit, des équipements dans la zone de feu et des équipements distants de moins de 50 mètres. Et donc les besoins réglementaires en eau et en émulseur du scénario de feu de réservoir sont calculés dans le tableau de la page suivante, qui est ici. On sait qu'on a une capacité de réservoir de 16 000 mètres cubes avec un diamètre de 40 mètres et une hauteur de 12,7 mètres. Le type de toit est fixe et à l'intérieur on a des produits inflables. La base émulseur en taux d'application, on sait que c'est 2, le facteur de correction c'était 0, le facteur F2 c'était 0,25, la majoration forfaitaire elle est toujours de 0,5 et donc le taux d'application est de 3. Le réservoir, son diamètre, on l'a dit, était de 40 mètres. La surface du réservoir va être la surface d'un cercle et donc va être de 1257 mètres carrés. Le taux d'application, c'est 3 litres par minute par mètre carré, soit un débit réglementaire de 3770 litres par minute. Pour le refroidissement des équipements en solution moussante, on a toujours le même diamètre. Le périmètre, c'est 125,7 mètres. Le taux d'application pour un refroidissement est toujours fixé à 15 litres par minute par mètre, ce qui fait qu'on va avoir un débit réglementaire de 1885 litres par minute. Ce qui fait un total de 5655 litres par minute. Le refroidissement des équipements en eau incendie. Donc ça va être pour les autres équipements. Donc par exemple pour la protection des ateliers et pour les protections des bâtiments de stockage. Il n'y a aucune information qui est donnée là-dessus. Donc du coup, on part du principe qu'il y a 0 litres par minute, soit un total de 0. On a donc un débit réglementaire instantané en litres par minute. On va le convertir en mètres cubes par heure. Ce qui nous fait un débit qui doit être de 339,3 mètres cubes par heure. On sait que la concentration en émulseur est de 6%. Ça veut dire que 6% de ce total, c'est l'émulseur. Et donc, 94%, c'est l'eau. 94% de cette valeur, ça nous fait donc un débit instantané en eau qui doit être de 318,9 mètres cubes par heure et un débit instantané en émulseur de 20,4 mètres cubes par heure. Les besoins en émulseur vont donc être proportionnés à la durée de l'extinction. On sait que c'est une durée de 20 minutes, soit une quantité en mètres cubes totale de solution moussante qui va être de 339,3 divisé par 3, soit 113,1. Si on applique à nouveau ces proportions, donc une concentration en émulseur de 6%, ça veut dire que notre besoin en émulseur, ça va être 6% de 113,1 mètres cubes, soit donc 6,79 mètres cubes pour les besoins d'émulseur et 106,3 mètres cubes pour les besoins en eau. Maintenant, pour le feu de cuvette, on va recommencer la même étude. Donc les facteurs de correction F1 c'était 0,3. La correction c'était F2 c'était 0,25. La base émulseur c'était 2. Elle va donc être modifiée de 0,30 et de 0,25.
La majoration forfaitaire, on l'avait définie à 0,5, et donc on a un taux d'application de 3,6 litres par mètre carré par minute. La surface totale de la cuvette, on a une cuvette qui fait 100 mètres par 100 mètres, soit une surface totale de 10 000 mètres carrés. La surface du bac, on l'avait vu tout à l'heure, c'était 1257 mètres carrés. Ça veut dire une surface libre de notre cuvette qui est de 8743 mètres carrés. Le taux doit être de 3,6 litres par minute par mètre carré, soit un débit de 31 475 litres par minute. Pour le réservoir, on a toujours un réservoir qui a un diamètre de 40 mètres, un périmètre de 126 mètres, un taux minimum qui doit être de 15 litres par minute par mètre carré, et donc un débit de 1885 litres par minute. Ce qui nous fait un total, pour cette partie-là, de 1885, et donc le complément requis pour l'extinction du feu de cuvette doit être de 29 590, puisque celui-là était déjà fourni par le protocole précédent. On va donc avoir un besoin en eau de 1775,2 m3 par heure et un besoin d'émulseur de 113,3 m3 par heure. La concentration d'émulseur, on savait que c'était 6%, c'est-à-dire que le besoin d'émulseur, ça va être 37,77 m3, et pour les besoins en eau, ça va être 591,7 m3 si on part sur la quantité pour l'extinction en eau. Nous avons donc terminé avec cet exercice 6.2. L'exercice 6.3 ne sera pas traité dans cette vidéo, mais vous pourrez regarder la correction sur Madoc. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous remercie d'avoir visionné l'entièreté de ce cours sur la sécurité des procédés et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.